dans les classes principalement, mais on s'intéresse aussi à tout ce qui est autour dans la sphère éducative et principalement du numérique. Nous faisons aussi l'édition, mais nous travaillons surtout sur aussi l'éducation aux médias, c'est-à-dire ce titre-là, donc le CLIMI, qui est un service de réseau Canopé qui a produit donc, le fameux guide dont on va parler dans les prochaines minutes. Donc Réseau Canopé donc, a comme mission principale d'accompagner les écoles, les collèges, les lycées, hein, mais aussi toutes les structures qui dépendent de la sphère éducative, dont les médiathèques. On travaille très souvent avec les médiathèques. Hein. Donc, voilà ce que nous faisons. Et nous avons aussi, comme vous pouvez le voir, hein, à Culture Société, Numérique, Éducation et Citoyenneté. Et ces dernières années, c'est quelque chose qui est une thématique qui est ressortie très facilement suite surtout aux derniers événements. Et donc, ça pour vous montrer un petit peu l'épaisseur de notre travail. Hein. On travaille avec beaucoup de partenaires, hein, aussi bien l'Éducation nationale, comme je le disais, mais aussi bien les collectivités locales, des partenaires et des entrepreneurs. Voilà, donc ça vous donne à peu près la sphère de notre intervention. Et nous travaillons juste aussi, donc nous sommes situés, nous avons des bureaux et un espace, ce qu'on appelle un atelier, hein, sur le site du rectorat. Ça montre bien notre implantation, je dirais, au niveau de l'État, de l'éducation nationale. Mais on se déplace aussi dans les manifestations. Typiquement, hein, vous voyez, aujourd'hui, hein, on veut aussi accompagner les parents et les structures, les collectivités locales autour de ces problématiques du numérique. Voilà, ça c'était pour la présentation de Réseau Canopé en quelques mots. Alors donc c'est vrai que quand on parle du tout écran qui nous envahit, on a un côté un peu négatif, donc des problèmes de vision, les yeux qui piquent, les yeux rouges, problèmes de concentration à l'école, énervement, les enfants qui piquent une crise dès qu'on est des dessins animés, qui servent parfois de la télévision de nounou, les adolescents qui s'enferment, on ne sait pas trop ce qu'ils font la nuit, ils sont sur leur réseau, ils font des selfies, ils se racontent un peu leur vie, et même parfois ça peut aller jusqu'à l'épilepsie pour c'est trop d'agitation au niveau des écrans. Alors vous êtes plutôt dans le numérique intelligent, hein, donc effectivement il y a ce côté négatif, il y a ces débordements, il y a ces excès, mais bon les excès, comme vous le disiez juste, c'est bien un petit peu en préambule, ces écrans-là ils ne sont pas arrivés par hasard dans nos maisons, dans la poche de nos adolescents sous forme de montre ou de portable. C'est aussi donc un rôle des parents derrière bien entendu, et également donc comment expliquer à nos adolescents et à nos enfants les méfaits, les dangers et comment encadrer ce tout écran. Alors je peux, à travers ce guide, votre propre expérience dans les lycées, les collèges, vous raconter un petit peu comment gérer ceci au quotidien. Voilà, alors c'était la volonté donc ce fameux guide, hein, donc la famille tout écran, c'était de parler, je dirais, à tous les éducateurs. Alors, bien sûr, hein, donc les familles, les parents hein, principalement, mais aussi les grands-parents et puis même les frères et sœurs, hein, ça peut s'adresser un petit peu à tout le monde. Et puis aussi de pouvoir rentrer, hein, donc quand on parle d'éducateurs, on parle aussi beaucoup, bien sûr, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et puis aussi tous ceux qui sont en contact avec les enfants ou les adolescents. Donc ça peut très bien se trouver aussi bien dans les centres de loisirs que dans les médiathèques. Hein. Souvent les jeunes enfants y vont. Donc c'est pour donner aussi des guides et d'avoir à travers ce guide, il a été fait donc par différents partenaires, aussi bien vous voyez, la CAF, que des spécialistes de l'éducation sur le numérique, que des partenaires associatifs. Donc on a différents points de vue, différentes approches pour arriver à expliciter un peu toute la problématique du numérique des écrans. Hein, mais cette problématique-là, elle n'est pas apparue il y a 5 ans. Hein. Je suis de la génération qui est connue avant la télévision, c'est-à-dire je me souviens très bien de l'arrivée de la télévision chez nous, et c'était exactement la même problématique, c'est-à-dire, ça y est, la télévision va tuer des livres, la télévision va faire ci, la télévision va faire ça. Simplement maintenant on se trouve sur des choses qui sont amplifiées par les phénomènes, je dirais, technologiques, hein, les écrans, les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, hein, mais la problématique du cœur reste la même. Alors je voulais juste peut-être changer un petit peu, je vais faire une manipulation technique, hein, pour changer de diaporama, pour présenter quand même quelques chiffres, pour avoir en tête un peu ce que certains appellent une révolution numérique, d'autres pas, parce que non, c'est juste la suite de ce qui était avant, et pour avoir quelques repères, je dirais.
Alors je vous laisse. Oui, bah oui. Je vois qu'il y a des jeunes dans l'assemblée. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Oui, toi aussi. Et un petit garçon qui est un petit peu jeune. Et ici, tout le monde. Alors c'était une première diapositive, c'était pour vous montrer un peu l'impact du digital, ce qu'ils appellent en anglais, hein, mais on va dire du numérique en français. Donc les données sont très récentes, hein, janvier 2018, donc on n'est pas sur des choses anciennes, mais voilà. Pour vous donner donc une population, on va dire, de 7 milliards et demi d'habitants, et ben il y en a 4 milliards qui utilisent Internet. Hein. Et en fait, c'était juste pour vous montrer en fait que c'est un phénomène mondial. C'est pas un phénomène français, c'est pas un phénomène européen, c'est pas un phénomène occidental, hein, c'est un phénomène majeur. Donc c'est là où on parle parfois de révolution parce que ça veut dire qu'il y a une profondeur très forte. En Afrique, par exemple, ce qui est utilisé est très important. Hein. Et sous un autre système que ce qui peut se passer en France, hein, par exemple. Eux, ils utilisent beaucoup plus les systèmes GSM, c'est-à-dire la téléphonie, hein, mais ils utilisent le numérique d'une façon nettement plus moderne, je dirais, sur un certain aspect qu'en France. Ce qu'on voit aux États-Unis, qui nous paraîtrait vraiment le royaume d'Internet et tout ça, si vous avez l'occasion de voyager là-bas, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. En France, on est très bien équipé, même par rapport à l'Europe. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette statistique, c'est que c'est l'importance. L'importance que c'est un phénomène qui touche tout le monde. Nous vivons dans une société numérique. On peut être pour, on peut être contre, c'est un fait. Et donc là-dessus, soit on doit, certains peuvent tout à fait donc, refuser de vivre dans ce monde-là, tout à fait possible. Mais si on a une volonté sociale de s'intégrer dans son environnement, dans son contexte, on vit dans une société numérique, quelle que soit démocratique ou pas, capitaliste ou plus ou moins, hein, je dirais, hein, vous voyez, en Chine, hein, on vit sur un système, on va dire, mixte, il y a un développement de tous les outils numériques très fort, très majeur. En tout cas, c'était la première chose que je voulais montrer. Ça, c'était pour la France. Alors pour la France, ça vous donne à peu près la même image, mais encore renforcée, hein, bien sûr, parce que nous avons à peu près 65 millions d'habitants et nous avons 57 millions d'utilisateurs d'Internet. Et même sur les réseaux sociaux, hein, donc on parle très souvent d'addiction à travers Facebook et ce genre de choses. Nous sommes à 38 millions. Et là-dedans, il n'y a pas que des adolescents et des enfants. Hein. Non, non, pas du tout même. On va poser la question, qui c'est qui a un compte Facebook parmi les adultes? Vous consultez tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs par semaine, par mois? Plusieurs fois par jour. Oh, non, on a une addict. Non, non, non. Addict. Vous ne serez pas considéré comme une addict. Et vous aussi? Oui. On va parler un petit peu de ça. Non mais c'est pour bien montrer, vous voyez, c'est que... C'est rentré dans nos vies, à tous les niveaux, à tous les âges. Alors, en tout cas, ça touche tout le monde, enfin une très grande partie de la majorité de la population, hein, donc on n'est pas sous un phénomène ciblé, jeune, non, non, pas du tout, touche tout le monde. Et ça c'est le profil. Alors ce qui est intéressant dans ce profil, c'est les utilisateurs de Facebook, hein, donc c'est le réseau social le plus important. Et si on analyse, on voit donc qu'il y a forcément chez les jeunes adultes, hein, donc de 25 à 34 ans, vous voyez ce qu'on appelle les jeunes adultes. Hein. Faut savoir qu'en général, l'âge moyen pour une femme, c'est d'avoir un enfant, c'est presque au-dessus de 30 ans maintenant, donc vous voyez ce qu'on appelle les jeunes adultes. Alors eux, bien sûr, ils sont très bien représentés. Mais si on regarde, je dirais avant et après, on s'aperçoit que sur donc, les adolescents, on va les dire 18-24 ans, bien sûr c'est très fort, hein, ils utilisent hein, la nécessité ou l'envie de socialiser. Chez les enfants aussi, on pourrait descendre hein, encore un petit peu plus bas. Mais ce qui paraît peut-être le plus intéressant, c'est les 35-40 ans. Parce que en fait, 35-40 ans, ils ont une grosse consommation alors qu'ils sont dans une phase, je dirais, de leur vie professionnelle, sont largement engagés en général, vous voyez, avec de gros investissements volontaires, et puis souvent ils ont déjà une famille. Ils ont déjà une famille. Ce qui veut dire que leurs enfants
en général, on va dire assez jeunes, hein, on va dire donc, entre 5 et 10, 15 ans, vous voyez, ce genre de choses. Eux, ils voient leurs parents pratiquer les réseaux sociaux. Il ne faut pas se demander pourquoi, après ça a de l'impact. Hein. Si vous emmenez votre fils au match de foot tous les dimanches, il détestera le football, il viendra au football. C'est aussi ça qu'il faut voir. Et puis il y a une caractéristique, hein, enfin, vous le voyez tous ici, hein, les couleurs représentent les genres. Et là, on est dans une symétrie quasi parfaite. Hein. Symétrie parfaite, c'est-à-dire que le phénomène d'utilisation en tout cas de Facebook, dans ce cas-là, sur ces dernières statistiques, voilà, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Donc les femmes ne sont pas plus sociales, n'ont pas besoin de communiquer plus à travers les réseaux que les hommes. C'est exactement pareil. Et ça se, vous voyez, une légère différence, je dirais, plutôt sur le troisième âge. Et c'est tout. Et le troisième âge, s'il est mis aussi aux réseaux sociaux, pour communiquer avec leurs enfants ou petits-enfants. Voilà, on parlait de ça juste avant et c'est pour ça qu'on voulait, pour ma part, je ne voulais pas tenir un discours que ce soit trop moralisateur, hein, on parlait de la difficulté. On vit dans un monde numérique, c'est ce que nous avons vu que ça touche tout le monde, c'est vraiment très profond et que bien sûr on pourrait interdire, hein, on pourrait couper Internet et interdire ça et vous allez vous mettre à lire des livres tous les jours. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne et que ce soit très éducatif là-dessus. Et que ça a des bienfaits. C'est un outil numérique, quel que soit l'usage. Et on donnait l'exemple donc des grands-parents. Vu les situations professionnelles, les gens déménagent et je dirais sur Antibes, on a beaucoup de ça. Hein. On travaille avec des entrepreneurs, beaucoup qui travaillent sur Sophie Antipolis, voilà tout ça. Les parents sont en région parisienne ou en autres provinces. Une bonne façon de garder le contact avec les grands-parents et avec les cousins, c'est à travers Skype, c'est à travers Facebook, c'est à travers WhatsApp. C'est tellement simple. Et tout le monde est très content et tout le monde est très demandeur et ça permet de garder ce lien. Ce qui montre sur un exemple très, très simple. Voilà, ce n'est pas un objet d'année, les écrans, ni les smartphones, ni les tablettes, ni les ordinateurs ou ce genre de système. Ça permet aussi de tisser des liens et de garder les liens très forts. Et donc vous voyez, c'est pas pour... faut pas casser les écrans, faut pas forcément briser l'écran, mais on peut en faire des choses très positives. Ok. Il y avait juste une dernière slide, oui, simple. Alors, oui, non, c'était pour vous montrer. Alors, le guide tout écran, donc il a été publié, donc c'est un guide gratuit, hein, donc il a été édité en version papier. Simplement, c'est que le nombre a été limité. Alors, j'ai vraiment fouillé dans mes derniers cartons, j'ai essayé de retrouver. Donc j'en ai quelques-uns. Hein, disponibles. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce guide alors? Juste avant de tout les terminer, c'est pourquoi j'avais mis un QR code, c'est ce guide qui existe en papier, mais il est aussi téléchargeable sur Internet. Hein, et donc si vous avez un smartphone et un lecteur de QR code, vous pouvez flasher ce code. Sinon, je vous l'ai mis ici, vous prenez une photo et vous pouvez le télécharger directement sur Internet. Alors justement, donc, quels sont vos conseils? Bon, par exemple, nous avons des adolescents qui restent des heures à jouer sur des jeux violents. Est-ce qu'il faut couper la Wi-Fi? Est-ce qu'il faut leur supprimer l'abonnement? Comment faut-il réagir par rapport à ces adolescents qui sont tout le temps sur leur smartphone? Après, c'est comme vous dites, souvent ça part peut-être aussi mimétisme, mais les parents eux-mêmes sont aussi en train d'envoyer des SMS à se envoyer la photo du dernier bébé qui vient de marcher, etc. Est-ce que aussi un effet un petit peu pervers de moi je peux, toi tu peux pas? Quels sont les conseils qu'on peut trouver à tous les niveaux et à tous les âges? Alors en tout cas, dans ce guide, hein, ça se veut un guide, ça veut donner des conseils, ça veut donner des conseils avec différents points de vue. Voilà, alors, ce qui est surtout intéressant, comme je le disais précédemment, c'est-à-dire que c'est différents points de vue qui peuvent donner différents conseils avec quelque chose de très marqué. Ça se veut pour développer l'éducation, ça se veut un guide pour essayer de faire dialoguer les différents acteurs dans les familles. Donc c'est ça. C'est-à-dire que le conseil premier, c'est-à-dire établissez le dialogue avec votre enfant, votre adolescent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait ça, est-ce qu'il est conscient de ce qui se passe, que va-t-il se passer si il va voir, comme ça se passe beaucoup, les adolescents échangent beaucoup de fils de vidéos, hein, il faut absolument que tu regardes ça, et qu'est-ce qui se passe quand on est face à
des vidéos qui, pour un enfant ou un adolescent, sont décalées. Alors, bien sûr, on peut dire qu'on peut avoir une réaction très émotionnelle forte et puis dire, bon, je m'interdis ça. Bon. Même l'enfant peut le dire, hein, ça peut dire ça, mais en général ça revient assez facilement et de dire, bon voilà, il faut peut-être pouvoir en parler avec l'interlocuteur qui est voulu. Alors ça peut être les parents, bien sûr, hein, les premiers interlocuteurs, hein, ça peut être aussi dans le système éducatif, donc avec ses enseignants, avec sa maîtresse, ça peut être aussi dans les médiathèques, et trouver la bonne personne pour continuer à avoir un dialogue sur savoir ce qui se passe. Donc il faut être capable de gérer toutes les informations qui sont mises, à quoi c'est accessible. Hein, c'est-à-dire qu'un accès à Internet permet d'avoir accès à tout. À peu près à tout. Mais on ne tombe pas forcément sur tout, n'importe comment, et d'une façon simple. Hein. Très souvent c'est relayé par des amis. Et qu'est-ce qui se passe quand on va valider, on parle très souvent, voilà, est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là parce qu'il m'a envoyé un lien à absolument aller voir sur une vidéo ou un site et ce genre de choses. Alors est-ce qu'il faut mettre un contrôle parental? Est-ce qu'il faut regarder par derrière ce que font nos enfants, qu'est-ce qu'ils regardent dans l'historique? Est-ce qu'il faut leur poser des questions sur qu'est-ce que tu regardes en ce moment, sans pour autant trop rentrer dans leur sphère intime où ils se sentent blessés ou surveillés? Comment un petit peu surveiller de loin ce qu'ils font et leur faire confiance en même temps? Alors dans ce guide justement il donne des conseils un petit peu là-dessus avec je dirais une pondération qui est à propos. On va dire, oui, il y a du contrôle parental, des choses qu'on peut activer hein, sur son compte, hein, on a tous des box, hein, quasiment l'accès Internet est comme ça, ou soit sur les abonnements téléphoniques. Oui, activez et vous pouvez choisir à peu près le degré, mais activer le contrôle parental quand on a des enfants et tout ça. Mais en parler aussi. Pourquoi je mets ça en place? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose de le faire ou pas? Et pourquoi je le fais? C'est-à-dire ne pas forcément être dans la coercition trop marquée. Donc, contrôle parental, mais aussi expliquer pourquoi. Est-ce qu'on pourrait faire aussi confiance en son enfant? Mais la confiance, ça se gagne dans les deux sens. Je fais juste un petit... mais il y a quelques semaines, hein, j'étais en voyage d'études en Norvège dans des écoles. Et ce qui a été le plus surprenant, parce qu'on travaillait sur l'école de la confiance et comment ça fonctionnait. Vous savez, on parle très souvent du modèle scandinave, ce genre de choses. Et donc il y avait faisait une étude là-dessus. Comment est-ce qu'ils faisaient pour qu'il y ait une école de la confiance en Norvège, là c'était dans les écoles d'Oslo et tout ça? Bah, parce qu'ils font confiance. Ils font confiance. Intrinsèquement, ils font confiance. Et ça se sentait, c'était assez marqué hein, pour voir, et c'était avec, on va dire, du type collège, hein, c'était des structures de ce type-là, ils font confiance. Ce qui ne veut pas dire que quand la confiance a été un peu dépassée, hein, je dirais, c'est ce genre de choses, derrière, après on en discute, hein, mais voilà, on essaie toujours de rétablir ça. Donc c'était très important, en tout cas, de ne pas rentrer dans la sphère privée, de considérer, de ne pas forcément aller voir complètement ce qui se passe, mais d'interroger aussi, hein, de dialoguer, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as vu, tu peux me montrer, mais tu n'es pas forcément obligé de me montrer, mais est-ce que tu peux m'en parler? Ouais. Et plus on partagera, plus on établira des liens de confiance. Donc ça s'appuie vraiment beaucoup là-dessus. C'est-à-dire de mettre des garde-fous hein, pour limiter quand même, je dirais, les accès, surtout. Tout dépend de la personne, tout dépend des enfants. Hein. Avec certains, c'est plus ou moins facile, d'autres c'est plus difficile, parfois plus, si ce n'est surveiller, mais en tout cas s'intéresser fortement à ce qui se passe, et puis étudier un peu les réactions. Hein. Vous savez, si on a des adolescents qui ont été assez friands de scènes très morbides, et il y en a eu de très nombreuses qui ont été diffusées sur le net, ça se voit, ça se sent, ça se... Comment réagir si un enfant qui est tombé sur une vidéo avec des images appropriées qui peuvent les choquer? Est-ce qu'il faut donc en parler, essayer de décomposer ces images, regarder ensemble, dire bah, voilà c'est du faux, c'est du chiqué, ou alors des images plus osées, on va dire, donc c'est pas comme ça. Une fois que l'enfant est tombé ou l'ado est tombé sur ces images qui peuvent le marquer, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer que ce soit moins impactant dans son ressenti, dans son émotion?
Alors il y a toute une partie, je dirais, psychologique dans ça, donc moi je ne voulais pas rentrer sur le domaine-là, qui n'est pas du tout ma spécialité, mais en fait sans rentrer dans les cas extrêmes, hein, mais sur des choses qui sont beaucoup plus réelles, c'est-à-dire que on a, et ça arrivera, hein, parce que avec la facilité d'accès à ce type de ressources, les proches de son enfant, on a tissé des liens, un dialogue, donc bien sentir ça. Pas forcément le culpabiliser ou lui dire je te l'avais bien dit, hein, ça c'est peut-être pas forcément la meilleure approche. Et puis après de trouver la bonne personne qui puisse parler. Ce n'est pas forcément le parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être un cousin, ça peut être un grand-frère, ça peut être une médiathèque, quelqu'un de confiance pour arriver donc à décharger ce côté. Via Canopé, vous intervenez des fois la demande des enfants, des parents? Alors, nous, ce que l'on fait surtout, donc à Canopé, nous on fait plutôt de l'information, je dirais, auprès des parents, des structures, hein, pour les accompagner. Et il y a de nombreuses structures, il y a de nombreuses ressources, comment gérer ce genre de choses. Mais pour tout ce qui est l'approche, je dirais, de l'enfant ou de l'adolescent sur l'impact de ce genre de choses, il y a d'autres professionnels qui sont spécialisés pour cet impact. Il faut faire très attention, hein, il faut avec modération. Hein. On ne connaît pas l'impact que ça peut avoir. Hein. Mais tout ce que l'on sait, d'ailleurs le guide le dit très bien, c'est-à-dire ce qu'on est sous une forme répressive, hein, c'est-à-dire très forte ou accusatoire il ne faut pas le faire. C'est pas comme ça où on éduque le vieux, où on arrive à avoir le plus de résultats à moyen terme. Est-ce qu'il faut instaurer des règles, genre à la maison, à partir de telle heure, c'est fini le téléphone? Enfin, on modère, on fait un temps calme, on ne met pas de téléphone, pas d'écran, mais les parents aussi, en s'appliquant. Est-ce qu'on peut instaurer certaines règles ou de modes de vie Ah oui, alors en tout cas là-dessus, je crois que, mais pas simplement dans ce guide-là, mais dans tout ce qu'on peut lire et tout ça, c'est la nécessité absolument d'imposer des règles et des lignes rouges. C'est pas tant pour le fait d'imposer des lignes rouges, mais c'est pour bien savoir que même si un enfant ou un adolescent va les dépasser, mais au moins il sait qu'il les a dépassés en toute conscience, qu'il y a des règles et qu'il va certainement les faire, hein, il va certainement outrepasser certaines règles, mais il est bien conscient d'avoir outrepassé des règles, et ça c'est quand même fondamental. Et puis donc dans ce guide, parce que comme je vous le montrais à travers les statistiques, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde, l'utilisation des smartphones et ce genre de choses, les parents aussi bien que les enfants. Et que donc la nécessité aussi de dialoguer en famille, ça permettait l'établissement d'un dialogue je dirais constructif au sein de la famille, c'est-à-dire que pour les repas, c'était l'exemple qui était donné, non, on décide de passer du temps ensemble, de pouvoir parler, échanger, tisser ces fameux liens. Et vous donner l'exemple que je trouvais absolument excellent, hein, c'est d'avoir une corbeille à smartphone ou à tablette, et que donc pendant ce temps, pendant les 30 minutes, 40 minutes du repas, hein, de déposer son smartphone pour que les parents et les enfants ne répondent pas à un message Facebook ou un SMS ou regardent une vidéo, mais voilà, puissent dire voilà, pendant ce temps-là, vous allez avoir un bel exemple, hein, d'éducation plus tard sur le numérique. En tout cas, la nécessité de discuter, d'établir du dialogue et puis d'une façon constructive. Alors, on a des personnes qui ont des jeunes filles notamment, donc qui ont un compte Facebook, qui sont à portable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone ou de manière générale? Est-ce que ça n'a pas conflit avec tes parents? Est-ce qu'il y a une tension des fois où tu dis ah ton téléphone mets de côté, tu nous enquiquines? Est-ce que tu veux un peu parler de ça? Comment toi tu le ressens quand on te demande d'éteindre, de mettre une corbeille, parce que vous allez recevoir la corbeille à portable? Par rapport à Facebook, c'est plutôt les parents qui utilisent ça, c'est vraiment la mode chez les jeunes. Et c'est plutôt voilà. Et sinon, je sais pas. Je sais pas du tout, mais souvent on fait plusieurs choses à la fois. On regarde des vidéos, ensuite à la fois on peut par exemple faire le devoir si c'est pas forcément recommandé. Mais elle est bien comme moi donc. C'est un bon exemple parce qu'on ne donne pas un bon exemple, c'est la même chose aussi. Oui. Ça vous plaît pas dans votre vie toujours sur des
Non, par contre, au moment des repas, on s'interdit les uns et les autres, hein, parce qu'on est addicts, parents et adolescents. On essaye de ne pas prendre le téléphone pendant qu'on est à table, ça c'est sûr. Oui. Mais après, non, je trouve pas qu'elle en abuse parce que non, ça me choque pas. Intervenir, vous avez des questions? Est-ce que vous êtes une mamie Skype ou est-ce que vous Skypez? Est-ce que vous êtes mise sur les réseaux sociaux? Non? Je me bats contre ça. Je me bats contre ça parce que je trouve que j'ai beaucoup de mal à supporter lorsque je suis avec un groupe que le téléphone, que ces réseaux et tout ça prennent le pas sur le présent. Et je trouve hyper important que l'on soit dans le présent. Voilà. Maintenant, quand ils font tout seul, ça je trouve très bien. Mais quand on est ensemble, non. Est-ce que le téléphone ou les réseaux, l'écran n'a pas remplacé un peu le babysitter, la nounou? C'est vrai que des fois on a tendance avec le gamin devant l'école, devant la télé faire autre chose. Et toi, est-ce que toi tu regardes beaucoup la télévision? Oui? Le matin, le soir, le week-end? Et t'as pas mal aux yeux ou des fois ça te gêne pas? Non? Et papa et maman ils disent rien? Non? Ils râlent un peu? Et comment tu réagis quand le maman elle éteint d'office, elle dit mets tes chaussures à l'école! Mets tes chaussures, on va se balader! Quand à l'école le matin, je ne regarde pas la télé. Non. Parce que c'est ma mère qui me réveille. Vous limitez un petit peu en heures, en dessin animé, oui? Comment vous managez ça? Est-ce qu'il ne faut pas des colères ou... Non? Nous, on a déjà des problèmes au niveau de l'attention et de l'hyperactivité. Donc du coup, on a limité déjà dès tout petit l'utilisation de la tablette. La semaine, il n'y a pas de tablette. Le week-end, j'ai pas pris mamie, il y a le droit de la tablette. Le matin, il n'y a pas de télé. C'est limité un maximum pour éviter d'accroître justement le problème qu'il y a déjà. La concentration aussi, parce que du coup, tous ces écrans, il y a des problématiques de concentration. Alors, en tout cas, oui, il y a des études de plus en plus et de plus en plus fines à ce sujet-là sur, je dirais, l'impact physiologique, sur qu'est-ce qui se passe. Vous savez, alors il y a regarder la télévision, trop regarder la télévision, mais ce qui se passe de plus en plus là, c'est ce qu'ils appellent les écrans bleus, surtout la nuit, et surtout avec les adolescents, parce qu'ils dorment avec leur smartphone sous l'oreiller. Et enfin, très souvent, en tout cas des chiffres assez importants, c'est le deuxième smartphone, c'est le smartphone secret, donc les parents ne connaissent pas les distances, c'est celui-là qui a été, c'est une réalité, qui a été acheté, loué, enfin voilà, bon. Parce que, en tout cas, ce qui se passe, c'est que les notifications, donc parce que ces technologies arrivent avec ce qu'on appelle de la lumière bleue, et donc qui est en fait assez, c'est quand même une espèce de petit flash, on va dire, sur l'œil au niveau rétinien, ce qui fait que on a un effet physiologique assez fort. Enfin, c'est comme si on prenait un petit flash au milieu de la nuit, vous voyez, quand on conduit et ce genre de choses, c'est ça. Ce qui a comme impact le fait de réveiller le cerveau d'une façon assez forte et de l'incapacité suivante à pouvoir se rendormir instantanément ou très rapidement, je dirais. Parce que ça a de l'impact. Et donc justement, en ce moment, il y a tout des travaux qui sont faits justement par les fabricants de smartphones qui sont en train d'inventer des nouveaux programmes et des nouveaux écrans avec des nouvelles lumières pour te dire vous allez pouvoir continuer à dormir avec ce qu'on appelle un doudou, c'est-à-dire vraiment son smartphone. Vous allez pouvoir savoir que vous avez donc, des notifications sur Facebook, mais qu'elles ne seront pas trop agressives sur votre cerveau. Voilà sur quoi on travaille. Mais la problématique, c'est bien, est-ce que je peux me déconnecter la nuit? Ou est-ce qu'il faut que je sache que quelqu'un a mis un nouveau post, une photo sur Facebook ou sur WhatsApp ou sur ce genre de choses? C'est un grand jeu des adolescents. C'était à 3h30 du matin, tu as bien vu la photo que j'ai mise, il n'est resté que 15-20 secondes, donc tu étais bien là et tu ne me racontais pas que tu dormais.
hein. Donc c'est un vrai jeu. En tout cas, donc ça a un impact. Et c'est pour ça que donc, ça fait partie des règles, hein, dire, mais vraiment à travailler avec, au sein de la famille. Et il y a eu, donc il faut peut-être quand même que l'on parle, je dirais, des travaux qui ont été faits donc, par Serge Tisseron, hein, donc un pédopsychiatre qui a une grande visibilité médiatique, mais qui s'appuie aussi sur, je dirais, des recherches. Hein, donc il est professeur d'université, il a produit des bouquins, et c'est lui qui a mis en place avec l'association 3, 6, 9, 12 hein, et quelques grandes règles, oui, à dire. Hein. Pas d'écran avant 3 ans, vous voyez, des écrans très limités, dans un temps très limité, sur des temps limités, donc hein, on va dire entre 3 et 6 ans, dans ce monde-là. Et puis cette gradation de bien respecter ce qui a été mis, hein, donc tous les codes qui ont été mis pour les films, ce genre de choses. En tout cas, c'est-à-dire de pouvoir structurer, de donner des conseils. Donc il y a une association hein, donc, qui s'appelle 369.org qui travaille là-dessus justement pour donner un petit peu des conseils et en étayant ça, et donc les recherches continuent là-dessus. Alors c'est vrai que ça, on voit ça parce que dans n'importe quel magasin, vous voyez, ah bah tiens, on a fait des nouveaux jeux éducatifs sur tablette pour les moins de 3 ans, vous voyez, des séries pour les moins de 3 ans. Bah, vous voyez, c'est commercial. Nous vivons dans une société capitaliste, hein, c'est un business. Hein. Après, c'est bon, voilà, nous, en tant que citoyens et consommateurs, de faire des choix hein, et de bien entendre le téléphone au niveau on voit de plus en plus de tumeurs du cerveau, parce que on parle les fabricants de téléphones portables disent non, ça n'a rien à voir. Est-ce que ces ondes perturbent le cerveau et provoquent des maladies? Vous avez des études là-dessus? C'est un enjeu commercial absolument énorme. On a vu les chiffres, hein, tout le monde est connecté, on est tous des colons connectés. Est-ce que dire attention à l'utilisation selon les personnes, la sensibilité de chacun, vous allez avoir une tumeur de cerveau ou un problème à l'œil, etc., etc. Du coup, ça va faire une panique générale à bord et tout le monde va jeter son smartphone. Oui, alors il y a quelques années, donc il y a eu des très grosses polémiques. Hein, c'était l'implantation dans des milieux urbains très forts, hein, donc des antennes téléphoniques près des écoles ou pas près des écoles et ce genre de choses. Dans le guide, ils en parlent à un moment parce que, alors bien sûr, les avis sont là, c'est la controverse absolue. Hein. Dans quel monde hein, on vit? Pour certains, on est dans un micro-ondes, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'on est bombardé d'ondes d'une façon perpétuelle. Et d'autres disent oui, mais il n'y a aucune étude scientifique qui a pu montrer foncièrement s'il y avait des tumeurs pour des larges quantités de personnes. Vous voyez, est-ce que foncièrement c'était plus dangereux ou pas? Donc dans le guide à la fin, dans les références, on donne accès à différents sites. Et c'est vrai qu'il faut faire preuve d'esprit critique et arriver à lire à peu près un peu ce qu'il en est. Actuellement, semble-t-il, sur des études universitaires scientifiques, mais c'est sûr que c'est compliqué, hein, c'est un sujet compliqué. Mais il y a une réalité aussi, je dirais. C'est que ici, nous sommes dans un environnement, on va dire, urbain, mais c'est une ville normale, hein, et encore, il y a la mer qui est vraiment proche et tout ça, donc nous ne sommes pas spécialement saturés. Mais dans ce bâtiment-là, il y a du Wi-Fi, nous avons tous nos téléphones, tous branchés. Je pense que si on nous scannait, on a des ondes partout, hein, et toute la journée. Hein. Et dans mon environnement professionnel, c'est pour moi la même chose. Bon. Non, parce que j'ai pas de mal à la tête, que s'il n'y a pas d'ondes, que c'est pas néfaste. Hein. Mais nous vivons dans ce monde-là. Et alors, si on ne veut pas vivre dans ce monde-là, c'est qu'il fallait commencer à chacun. Bon, bah, je coupe, hein. Je coupe mon téléphone, je refuse le smartphone, c'est pas obligatoire. Hein. On a connu hein, les cabines téléphoniques. Hein. Il n'y en a plus maintenant. Mais maintenant, c'est collector. Si vous en avez une, je la garde. Hein. Mais c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas affirmer d'une façon scientifique, d'une façon reconnue, avec tout ce que ça comporte hein, comme relativisme, hein, parce que sur la profondeur des études, sur l'impact que ça pourrait avoir, tout ce qu'on sait d'une façon objective, oui, nous sommes traversés par des ondes d'une façon énorme, colossale, et que pour l'instant, on ne sait pas encore l'impact que ça peut avoir. De long terme, sur des populations, je dirais, larges. Voilà. Mais on est bien dans un micro, ça c'est sûr. C'est pas fameux ce que vous nous racontez, ça fait un peu peur. Est-ce que vous avez des questions? Non?
Écoutez, merci. Merci Christian Duty pour votre intervention. On va présenter donc, le réseau Canopé, la famille tout écran, votre guide pour les parents qui s'inquiètent un petit peu sur comment faire avec les enfants, les adolescents, les animés, l'écran, le téléphone, etc. Voilà, donc je vous invite, vous avez un stand là, qui est juste à côté si vous voulez avoir des questions personnelles, donc n'hésitez pas à rencontrer monsieur. Voilà, je vous remercie bien sûr. Nous avons donc un stand à peu près au milieu, donc le stand Canopé, je serai dessus. Alors, donc, le guide, vous pouvez le télécharger. J'en ai quelques exemplaires. Ce que je voulais, donc je l'ai donné à certaines associations, parce que comme je n'en ai pas beaucoup, j'essaie de donner, si vous pouvez le faire passer après l'avoir lu, parce que c'est pas non plus un livre de chevet, vous allez lire, mais ça peut être foncièrement intéressant. Pour ceux qui sont foncièrement intéressés, je suis très heureux de pouvoir vous le donner, et de passer, de faire vivre, autant que ce soit possible, parce que cette édition papier existe en nombre limité. Sinon c'est téléchargé. Mais sinon vous êtes bienvenus. Merci.